Bonjour, bonsoir mes amours. J'ai vu cette vidéo sur YouTube. La vidéo est tellement inspirante que je me suis dit, je dois la partager avec vous autres. C'est une vidéo qui te dit qu'il n'est jamais trop tard. Qu'il ne faut jamais se décourager pour dire que moi, c'est pas à moi. C'est impossible. Je ne sais pas lire. Je ne peux pas le faire. Ne te donne pas de limites. La première démarche, d'après ce monsieur, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Et dès que tu sais qu'il y a un problème, tu cherches à déterminer la nature du problème. C'est quoi le problème? Si c'est un problème que tu peux corriger, tu fais tout pour corriger le problème. Mais si c'est un problème qui ne peut pas être corrigé, qui ne peut pas être annulé, il faut trouver des techniques, des moyens pour vivre avec ce problème. C'est pas suffisant de dire oh, c'est la faute de quelqu'un, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de maman, de papa. Il faut pas blâmer les autres et ne rien faire. Il te dit que ta vie dépend de toi. C'est à toi de faire des efforts. Ce jeune homme n'était qu'un aide-chauffeur ou chauffeur aidant. Il n'était là juste pour aider le chauffeur à manœuvrer le camion. Il n'avait pas d'éducation. Il ne savait pas lire. Il n'était pas allé à l'école. Mais lui, il a dit qu'il veut être un chauffeur. C'était ça l'objectif au départ, être un chauffeur. Mais étant donné qu'il doit passer par l'étape et aide au chauffeur, il a commencé par là. C'est comme ça qu'il a pu intégrer cette entreprise. Et il a même dit que à un moment, il allait au travail même quand il savait qu'on n'allait pas le payer, juste pour qu'il puisse montrer à ce propriétaire qu'il avait l'engouement, qu'il avait le dévouement, qu'il avait l'encouragement, qu'il avait la motivation pour travailler. Ce monsieur te dit que tout est possible, même aux plus pauvres, même aux gens qui ne savent pas lire. Tout est possible. Ce monsieur te dit, il faut garder ton intégrité, sois honnête, et puis travaille fort. C'est comme ça qu'il est devenu un millionnaire. Il est passé de chauffeur aidant à chef d'entreprise parce que le patron a cru en lui et lui a donné des promotions jusqu'à arriver à chef d'entreprise. Et maintenant, il est propriétaire de sa propre entreprise. Il est un millionnaire, pour ne pas dire un billionnaire en francs CFA. Ces genres de vidéos réellement m'inspirent, me disent que, oh, il y a toujours de l'espoir. Il ne faut jamais dire qu'il est trop tard. Oh, je ne sais pas lire, je ne peux pas faire ça. Mais non, tu ne sais pas lire. Il y a plein de choses que tu peux faire. Et ce que le monsieur a fait, maintenant qu'il est chef d'entreprise, il a pu comprendre qu'il a des limites. Maintenant, il est retourné à l'école pour prendre des séminaires juste pour pouvoir gérer mieux son entreprise. Quelle histoire intéressante. C'est pour cela que je veux partager cette vidéo avec vous autres. Écoute la vidéo, regarde la vidéo et prends des leçons à travers l'histoire de ce monsieur. Il te dit qu'il n'est jamais trop Comment tard. partir de rien et créer un univers de ses propres mains?
Ben écoute, tu as souvent entendu parler de success story africaines, tu as entendu parler de Dangote, tu as entendu parler de beaucoup d'autres hommes très riches en Afrique, mais tu ne connais pas le détail de leurs histoires. Et ce que tu vas voir dans cette vidéo aujourd'hui est inédit, est exceptionnel, parce que pour une fois et pour une première, un entrepreneur africain va nous parler à cœur et il va nous raconter son histoire simplement. Comment il a fait, partant d'une famille extrêmement pauvre, mais d'une pauvreté que tu n'imagines même pas, à devenir quelqu'un aujourd'hui qui a bâti un empire qui vaut plusieurs milliards de francs CFA, donc plusieurs millions d'euros. Comment c'est possible? Il va nous raconter détail par détail les étapes par lesquelles il est passé, comment il a commencé en galérant et puis comment il a fait étape par étape, dans quel secteur il a travaillé d'abord et ensuite il a investi, quelles sont les rencontres qui ont changé sa vie et puis surtout, qu'est-ce qu'il en a appris aujourd'hui et qu'est-ce qu'il veut que toi, tu saches pour pouvoir te lancer aussi à ton tour. C'est vraiment inédit. Je t'assure, j'ai énormément appris en discutant avec lui. Et donc, dans cette interview qui est un peu longue, mais hyper nécessaire et enrichissante, et je pense qu'il est très captivant, tu ne vas pas voir le temps passer, tu vas juste énormément apprendre. Donc, ce que je te propose, c'est d'écouter l'interview jusqu'à la fin, parce qu'en plus, il nous propose des partenariats là-dedans, des opportunités d'affaires, des secteurs qui marchent, et comment tu peux faire toi aussi aujourd'hui si tu veux réussir en Afrique, quelles sont les précautions qu'il faut que tu prennes, quels sont les pièges qu'il faut que tu évites, et puis simplement, quel est le bénéfice que l'on a à devenir son propre patron. Il nous parle de la réalité africaine, des politiques, de la corruption, des contournements, des voies et moyens, et lance un appel à la diaspora et aux Africains en général pour pouvoir se lever, se mobiliser pour faire que les choses changent. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin si dans ton cœur quelque part, tu as envie de faire de l'entrepreneuriat et puis partage-la massivement parce que s'il a accepté d'être aussi généreux envers nous et nous partageons gratuitement son parcours avec ses échecs et ses réussites, honnêtement, le minimum à faire chacun à notre niveau, c'est de le partager avec les gens que l'on connaît pour que l'on puisse apprendre de nos success stories. Moi, je pense que si j'étais réalisateur de films demain, peut-être que je le saurais, c'est le genre d'histoire qu'il faut amener au cinéma. Parce que si c'était un Américain, son histoire, tu la retrouvais dans un film. Beaucoup de gens ont aimé le film À la recherche du bonheur avec Will Smith, avec son fils que l'on voit dans qu'on a vu dans beaucoup de cinéma. Mais je crois que cette histoire est beaucoup plus belle en fait. Et en plus, elle est réelle. Tu vas apprendre énormément, crois-moi. Voilà tout ce que je voulais te dire par rapport à ça. Donc tu vas jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis si tu es nouveau ici, moi je m'appelle Philippe Simon, je suis entrepreneur en Afrique et en Europe. Et cette chaîne existe parce que je suis convaincu que l'entrepreneuriat et l'investissement sont les deux moyens par lesquels les Africains peuvent faire changer leur continent. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses. La première, abonne-toi et appuie sur la cloche pour être sûr de recevoir chacune de nos vidéos. Et puis la deuxième, va dans la barre de description et clique pour recevoir gratuitement le petit livre que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un petit livre que tu lis rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer dans les affaires. Et puis dans le cadre de nos activités, on fait des formations en présentiel, donc du coup, et on va un peu dans le monde entier. Les prochaines dates, donc la prochaine c'est ce samedi-là, samedi 21 septembre à Douala, à l'hôtel Aquapalace. Si tu n'as pas encore pris ta place, réserve rapidement ta place pour être avec nous et pour te former avec moi pour savoir comment structurer un business. Dans la barre de description, tu as un lien et une vidéo qui te permet de pouvoir réserver rapidement ta place. Et pour les amis qui sont en France, je ne vous ai pas oublié, notre prochaine journée de formation, c'est le 26 octobre à Paris. Les billets sont disponibles, pareil, dans la barre de description. On va parler de business en Afrique. Comment faire pour créer un business solide qui donne de la rentabilité en Afrique. Tu viens te former avec nous, tu as une vidéo dans la barre de description qui te donne le programme et comment réserver ta place. Et enfin, nos amis de l'Afrique de l'Ouest, deux dates. Le samedi 9 novembre à Dakar et le samedi 23 novembre à Abidjan. On a des journées de formation intenses. Ce sera mon deuxième passage dans ces pays-là. Donc, pour aller un peu plus loin, pareil, je vais vous montrer davantage comment structurer des business et avoir de la rentabilité. Pour toutes ces journées-là, vous avez des vidéos dans la barre de description. Vous cliquez sur les liens, vous prenez vos places et vous venez pour qu'on travaille ensemble et qu'on bâtisse nos propres empires. J'ai été un peu long dans cette intro, c'est super, c'est normal, la vidéo est longue aussi, mais c'est super riche et je pense que tu ne vas clairement pas perdre ton temps à regarder ça. Et pour une fois, tu auras vu un contenu qui va peut-être apporter encore davantage de valeur à ta vie. J'espère que les précédents contenus de la chaîne le font déjà, mais là c'est quelqu'un d'autre qui parle de son témoignage, de son histoire, qui conforte et qui confirme tout ce que je vous donne ici sur cette chaîne comme enseignement, comme pratique par rapport à mes propres expériences. Et c'est bien que ça vienne de la part d'un multimilliardaire. Reste jusqu'à la fin. Et puis si tu es nouveau ici, comme j'ai dit, abonne-toi. À très bientôt. Bonjour Étienne. Merci Philippe, bonjour. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté de partager du temps avec nous ce matin. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Ok, merci.
Mon nom c'est Étienne Sapou Kana. Moi je suis du Cameroun. Je suis né au Cameroun et je travaille également au Cameroun. Je suis un débrouillard. Hein, Un grand débrouillard. Un petit débrouillard qui vraiment cherche à grandir. Qui cherche à grandir, d'accord. Je sais que tu es chef d'entreprise. Tu es assez modeste pour ne pas le dire, mais tu es chef de plusieurs entreprises d'ailleurs, dans différents domaines et on va en parler un peu. Moi déjà, je veux savoir, dès le départ, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir chef d'entreprise? Est-ce que c'est parce que tu as fait des grandes écoles, tu as de grands diplômes, tu étais directeur? Qu'est-ce qui a fait que tu deviennes chef d'entreprise? C'est vrai que j'entends souvent les gens dire médecin malgré lui, peut-être chef d'entreprise aussi malgré lui. Parce que c'est la force des choses qui me pousse à devenir chef d'entreprise. Donc au départ, je me plaisais à travailler avec mon premier patron qui était mon oncle. Je me plaisais beaucoup à travailler avec lui, mais malheureusement, les choses sont tournées au vinaigre. Il est mort à la fleur de l'âge. Et comme chez nous au Cameroun, trouver de l'emploi est extrêmement difficile. Voilà, je suis devenu chef d'entreprise malgré moi. Voilà. D'accord. Donc en fait, quand ton oncle est parti, tu t'es retrouvé, il fallait que tu te débrouilles. Exactement. Il a fallu que je me débrouille tout seul. Ouais. Et aujourd'hui, tes entreprises sont dans quel secteur au Cameroun? Exactement. J'ai continué dans la même activité que lui. Hein. J'ai continué dans la même activité plus, c'est même celle-là que je maîtrisais le plus, c'est-à-dire le transport des marchandises. Voilà. Mais seulement, moi j'ai un peu poussé le bouton un peu plus loin, puisque au départ, nous on faisait dans le transport de débrouillardises, c'est-à-dire, nous appelons ça dans le jargon de chez nous, les tours de ville. C'est-à-dire on travaille uniquement dans la ville. On porte ça au port, dans les entreprises pour déposer au port ou bien du port dans les entreprises. Donc c'était un peu ça, d'entreprise à entreprise. Mais après cela, je suis allé plus loin parce que à l'époque où vraiment moi j'entre dans le transport de grumes était encore la chose réservée aux expatriés. J'allais dire aux Français et aux Libanais. Et je suis l'un des premiers Camerounais à oser entrer dans ce secteur qui était encore jusqu'à l'heure vicieux. Comment tu fais pour entrer là-dedans, sachant que pour pouvoir acquérir du matériel roulant, des camions, ça coûte très cher? Très bien. Parce qu'il faut le dire aussi, tu ne viens pas d'une famille riche. Oui, c'est vrai. Ça, franchement, il faut parler de famille. Pour ceux qui me connaissent, je sors d'une famille extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre parce que me voici aujourd'hui à Bruxelles. Je suis à Bruxelles parce que à un moment donné, je me rends compte que pendant que mes amis partaient à l'école, moi je ne suis pas allé à l'école, et à chaque fois, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque. C'est vrai, je ne sais pas cette chose qui me manque, mais il y a quand même quelque chose qui me manque. Et puis moi j'ai dit voilà, il faut que je cherche cette chose. Cette chose, c'est le savoir, c'est la connaissance. Donc c'est pour ça que je suis à Bruxelles aujourd'hui. Le mois passé, moi j'étais en Allemagne, au Challenge, Camerounais en Allemagne, où j'ai beaucoup appris auprès de mes cadets. J'avais dit ça parce que lorsque j'arrive au Challenge, je me rends compte que moi je suis parmi les plus âgés. Alors que moi je croyais que j'étais encore jeune, je croyais que j'avais encore à apprendre. Hier, j'arrive à Afro-preneur. Moi je me rends compte que je suis parmi les plus âgés et puis je dis mais il y a quelque chose quand même qui ne va pas. Donc voilà. Donc, mais ça ne me gêne pas, ça me fait beaucoup plus plaisir. Parce que pendant que mes amis partaient à l'école, moi je faisais avec des vieux. Aujourd'hui, pendant que mes amis se reposent, moi je rentre avec les jeunes pour apprendre. Donc pour moi c'est un très très grand plaisir. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'histoire. C'est mon histoire, oui. Et du coup, donc, je voulais savoir ton entrée dans le milieu du transport, qui est quand même un milieu, comme tu as dit, assez protégé. Ouais. C'était des Français et des Libanais. Ouais. Comment un jeune Camerounais fait pour entrer dans le monde, la cour des grands? Parce que c'est quand même un univers qui décèle beaucoup d'argent. Ah oui, donc dès que mon patron est décédé, sa femme a... Avant même qu'il le décède, comme il était tellement malade, très très malade, à peine, je crois, un an avant sa mort, moi je ne travaillais plus. J'ai arrêté de travailler avec lui, on a eu un petit souci.
Et puis, moi, j'ai arrêté de travailler avec lui. Et je vais décider de me marier. Les choses étaient tellement dures. Mais je suis de nature timide. Hein. Donc, si j'ai réussi à replacer aussi, je vais encore dire merci. Un grand merci à mon épouse qui m'a toujours encouragé. Donc voilà, on était au quartier, on avait juste une autre petite boutique. Puis je n'avais pas de très gros rêves. C'est vrai que moi je voulais toujours sortir, je voulais bouger. Mais attention, on avait une autre petite boutique qui nous faisait manger. Et puis elle me dit, mais gars, sors. Tu as peur de quoi? Vas-y, il n'y a pas de marmite pour préparer les hommes. Donc, n'aie pas peur. Vas-y, pour toi-même les grands, n'aie pas peur. Tout ça, ce sont des hommes comme toi. Il va t'insulter, mais attention, dès que tu sors de son bureau, personne ne saura même qu'il t'a mal parlé ou bien qu'il t'a insulté. Vas-y, tu vas commettre des erreurs, il va se moquer de toi. Mais dès que tu traverses une rue, personne ne pourra savoir que quelqu'un s'est moqué de toi. Donc, aie le courage de bouger. Donc, voilà, c'est comme ça que moi je vais. En ce moment, je n'avais même pas le vélo. Je n'avais même rien. Tout au contraire, il y a certaines dettes de mon patron. Puisque quand je travaillais avec lui, il me faisait extrêmement confiance. Ça, vraiment, c'était plus qu'une prison de la confiance qu'il me faisait. Quelqu'un qui confie son entreprise, sauf que fait tout, ça marche bien, puisque moi et lui, nous commençons à partir d'un camion. Et avant qu'on ne se sépare, on était à 12 semi-remorques. Nous avions commencé avec un camion de 12 tonnes, une Inokabe. Pour ceux qui connaissent les marques de camions, la Inokabe, c'est une marque japonaise. À ce vieux camion, et avant que je ne sais pas, on était à 12 semi-remorques. Et j'entre là-bas comme motoboy, et je ressors de là comme directeur d'entreprise. Vous imaginez un directeur qui n'a pas été à l'école, un motoboy, c'est... Motoboy, c'est celui qui aide les chauffeurs. Très bien, c'est celui-là qui aide le chauffeur. Voilà, c'est celui qui aide. C'est le plus bas dans l'entreprise. C'est le plus bas dans l'entreprise. C'est le dernier ouvrier de l'entreprise. Parce que quand je viens motoboy, puisqu'il n'y a pas d'école chez nous pour conduire les camions, quand je vais là-bas, c'était plus pour apprendre à conduire le camion. Quand je commence comme motoboy. Voilà, et je dois commencer comme motoboy. Donc c'est un motoboy qui doit apprendre, c'est le chauffeur qui doit apprendre à conduire. Tout à fait. Voilà, donc voilà, c'est comme ça. Tu quittes motoboy, tu deviens chauffeur et ensuite tu grandis. Vraiment, il paraît que je n'ai même pas fait 2 ans de conduite, de motoboy de conduite. Waouh! Oui. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a remarqué à moi, parce que sincèrement, lorsque j'arrive là-bas, parce que moi je dis toujours, et c'est ce que moi je vais dire à tous mes cadres, l'honnêteté, c'est une très très grande arme. Et c'est une arme qui vraiment ne rate pas sa cible. L'honnêteté est une arme qui ne rate pas sa cible. Alors, moi je me rends compte qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas bien. Moi qui sortais d'un chômage très très profond, j'arrive, je vois des gens qui ont eu la chance de trouver de l'emploi, ils se mettent à voler leur patron. Et ils volaient même, ce qu'ils gagnaient dépassait même ce que le patron avait. Mais tiens, ah oui, donc ce qu'ils volaient dépassait ce que le patron gagnait. C'est-à-dire, si par jour, comme on faisait dans les coups de ville, on faisait 3 voyages, le patron avait 1, ils avaient 2. Et dans un voyage, le patron devait le payer un salaire. Le patron devait dépanner le véhicule. Ça c'est criminel ça. Oui, mais ils le font. Et ils trouvent que c'était normal parce que pour eux, avoir un camion, c'était trop riche. Et c'est quelqu'un qui peut déjà acheter un camion, il a l'argent, donc on n'a plus de pitié. Quand on veut lui voler, on n'a plus de pitié pour lui. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que tu décides de faire alors? Alors, papa, puisque moi je sors d'un chômage profond, moi je ne veux pas que quelqu'un d'autre vit ce que moi j'ai vécu en chômage. Parce que moi j'ai chômé jusqu'à chercher là où je vais travailler sans salaire. Hein. C'est-à-dire uniquement sorti de la maison. Je dis j'ai chômé jusqu'à chercher là où je vais travailler sans salaire. Ouais. Pour ceux qui n'ont jamais chômé, peut-être ils ne vont pas comprendre cela. Moi, j'ai chômé jusqu'à chercher là où je vais travailler sans salaire. C'est-à-dire où je peux sortir de la maison. Sortir de la maison, que je peux sortir de la maison comme ça le matin, je sais que je vais à telle place. Le soir, je rentre. Ouais. Alors, moi, j'ai dit non, c'est pas normal. Parce que si cette entreprise n'existait pas, peut-être je suis encore à la maison. Bien sûr. C'est là où moi, j'ai dit ok. Je demande à mon chauffeur, mon patron, chauffeur, je lui dis mais comment est-ce qu'il me dit c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc c'est un monde que vous ne connaissez pas, vous êtes des enfants, c'est moi qui vous dis. Donc on n'a pas pitié de quelqu'un qui a déjà acheté un camion. Alors je suis allé, donc j'ai dit à mon patron, j'ai dit, mais je suis allé chez lui à la maison, et même plus au bureau, mais à la maison. Parce que pour moi c'était quand même quelque chose de très sérieux. Je lui ai trouvé chez lui à la maison, je lui ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque nous travaillons, vraiment, tu n'as presque rien. Donc le jour où on fait un camion, un voyage, tu n'as même rien. Donc, quand on fait 3, parce qu'on faisait quand même régulièrement 3 voyages, tu as 1 et nous on a 2. Donc, il y a 2 voyages qui nous appartiennent. Bref, qui appartiennent au chauffeur, parce que quand ils partageaient, ils ne nous donnaient même pas 5 francs. Hein.
comme je venais d'arriver. Parce que lorsque j'arrive là-bas, mon patron a déjà son chauffeur motoboy. Puis je viens, je lui dis, je viens plutôt apprendre à conduire. Il me dit, si tu viens apprendre à conduire, c'est que tu n'auras pas de salaire. Donc il faut que tu le temps que tu... Oui, le temps que tu apprennes à conduire. Parce que moi, je lui ai dit, comme je savais déjà conduire les petites voitures, apprendre à conduire le camion, pour moi, c'était pas, ça ne devait pas être très compliqué. Donc moi, je me suis arrangé et j'ai acheté mon tapioca. Tous les jours, je mettais dans la boîte de l'eau minérale. La bouteille de minéral. De l'eau minérale, 1,5 litre. Je tranquille ça, puisqu'on vendait 3 boîtes de tapioca à 100 francs. Donc j'achetais mon tapioca, je remplissais dedans. J'avais ma petite assiette derrière le camion et mon tapioca. À chaque fois, comme c'était le patron, mon chauffeur et son motoboy partaient au cafétéria manger, j'ai oublié de rester dans mon camion et de tourner mon tapioca et manger. Donc c'est comme ça que moi je faisais. Et je mangeais mon tapioca le matin, je mangeais mon tapioca le midi, je mangeais mon tapioca le soir. Parce que malgré que je n'avais rien, je vivais quand même dans une chambre. Je vivais tout seul. Donc voilà. C'est comme ça que j'ai dit à mon patron. Mais ton histoire, peut-être que tu es réaliste, mais ton histoire, c'est le genre d'histoire qu'on montre dans des films à la télé. Non mais franchement, c'est une très belle histoire. En tout cas, continue. Oui. Voilà, ok, d'accord. Donc voilà, c'est là où moi j'ai dit au patron, non, il faut que ça s'arrête. Le patron était tellement fâché, il voulait seulement les arrêter. J'ai dit non, 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 il ne faut pas que tu étouffes. Et puis s'il le dit, toi tu es mort. Oui, oui. Et en plus, même que si le sache, tu sais que moi, je ne veux plus jamais rien avoir de travail dehors. Parce qu'il paraît que dans le monde des chauffeurs, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Donc, ils vont dire à tous les autres chauffeurs que le gars là est très dangereux. Parce que dans le monde des chauffeurs, celui qui dit la vérité est le plus mauvais. Hein. On l'appelle de traître. C'est-à-dire que lorsque tu es dans le monde des chauffeurs et que tu dis la vérité, on t'appelle traître. Donc, le traître, c'est celui qui dit la vérité. Donc, il faut être voleur comme eux. Donc, voilà, moi j'ai dit au patron, et puis j'ai dit au patron, ce qu'on doit faire, tu vas venir nous arrêter là-bas. Tu considères que avant que je ne sois là, tu n'avais pas de problème comme ça. Donc, c'est moi qui est venu, donc voilà. Donc, comme le patron était très fort, alors à chaque fois que nous sommes là, comme il n'y avait pas de téléphone, je vais dans une cabine téléphone, je l'appelle à son bureau. Alors, il porte sa voiture, il vient, il me dit, mais Dieu, qu'est-ce que vous faites là? Et c'est à moi qu'il s'adresse. Il dit, mais Dieu, donc, c'est ce que tu es venu faire dans mon entreprise. Donc, tu es venu, quand tu étais pas, il m'a arrosé des coups. Il m'a arrosé des coups. Donc, plusieurs fois, il a fait ça. Et puis, moi, j'ai saisi l'opportunité. Et maintenant, j'ai dit au chauffeur, gars, si vous allez voler et que c'est moi qui paye le prix, non, ça va s'arrêter. On ne vole plus. On ne vole plus, c'est fini. Parce qu'à chaque fois que vous volez, c'est moi qu'on arrête. Donc, le vol est fini. C'est là où j'ai pris le pouvoir depuis ce jour. Et vite faire, hein. On est passé d'un camion, on a levé une deuxième épave. Après, on a acheté un pack de 5 vieilles épaves qu'on a monté tout doucement. Donc, c'est là où mon patron a commencé à nous faire confiance. Et c'est vrai que lorsqu'on a monté le deuxième camion, on a conduit pendant un temps. Mais après, il a trouvé que non, je ne dois pas conduire. Je dois plutôt gérer. Ouais. Donc, le premier motoboy, on lui a donc donné le deuxième camion. Et moi, je gérais, je travaillais, je manageais les deux camions. Je manageais, c'est-à-dire je devais veiller à ce qu'il charge vite et qu'il décharge aussi vite. Et pourquoi tu te sépares donc du patron? Très bien, je me sépare du patron parce que, en plus du transport, nous sommes entrés dans le marché des pipelines. Et le plus gros marché que nous avions gagné au pipeline nous a donné 100 millions de francs. On a gagné un marché de 100 millions de francs, la livraison de traverses des rails. Mais c'est toi en plus qui aide ton patron à entrer dans ce marché. Puisque les moyens communicationnels à l'époque n'existaient pas comme aujourd'hui. Oui, il n'y avait pas de téléphone mobile. Non, il n'y avait pas de téléphone mobile, il n'y avait pas de système communicationnel comme ce qui se passe aujourd'hui, Internet ou autre, il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Donc voilà. Ça, moi j'entends parler du pipeline, puis je lui parle. Comme il était quelqu'un de plus ouvert que moi, il développe et puis se rend compte que c'était de très très grosses opportunités. Et nous, on va au pipeline, on négocie, on commence à nous donner des petits marchés jusqu'au jour où on nous donne le plus gros marché. Et moi, je lui dis, ok, d'accord, comme c'est le plus gros marché, moi, je vais rester en forêt, produire le bois, tu restes à Bola. Donc, un marché de 100 millions. 100 millions. Lui, il a démissionné. Lui, il démissionne de son poste. De son poste, oui. Il se met à temps plein. Okay. Oui, oui, on travaille maintenant ensemble. Alors, et les 100 millions, vous avez généré combien de marges? Les 100 millions, moi j'étais à la série de Malima, dans la Sananga Maritime. Tu déménages, tu vas habiter là-bas? Oui, j'habitais là-bas. Je partais en forêt, je suivais les camions, on tronçonnait les bois, on chargeait sur les greniers, on ramenait à la série, on sciait, et puis je chargeais sur nos propres camions qui ramenaient à Douala.
pour livrer le pablaï. Alors, c'est comme ça que nous finissons la livraison et on se retrouve avec 60 millions de francs de bénéfices. 600 millions. Oui, Wow. 60 millions de francs de bénéfices. 60% de marge. Oui. Ok. Donc voilà, le patron étant très très content, il me demande quel est le plus beau cadeau que je veux. Je n'ai rien demandé, même ma condition de travail n'avait même pas changé. Donc je n'avais rien demandé de plus. Il me dit, qu'est-ce que toi tu veux que je te donne comme cadeau? J'ai réfléchi, moi je ne savais pas, parce que je ne m'attendais même pas qu'il me pose une question pareille. Je savais que je faisais mon travail. Il me dit, va sur les camions, tu choisis la plus belle sémie. Je vais te donner cadeau de ça. Je vais te faire cadeau de ça. J'ai trouvé la sémie, c'était trop grand pour moi. Parce que pour moi, vraiment, brusquement, tu entres dans l'argent, sincèrement, ça va te rendre dingue. Ça, je vais perdre le contrôle. Comme je ne voulais pas trop d'argent. C'est là où j'ai réfléchi. Après, moi, il y avait une vieille, le camion de 7 tonnes qui était dans la cour. J'ai dit, bon, patron, donne-moi plutôt celui-là, voilà ce qui est mon niveau. Il me dit, mais tiens, prends. Il me dit, est-ce que tu veux? Il dit, non. Il dit, mais tiens, tu trouves pas? Je dis, non, c'est ça que je veux, patron. Il me donne ce camion que moi j'ai travaillé dessus pendant 1 an. Parce que je me suis fixé vraiment cette discipline de ne même pas toucher un seul de ces boulons pour monter sur ce camion. Tu décides de réparer le camion à tes propres frais. Mes propres frais, oui. Je me suis endetté. Alors que beaucoup de gens auraient pris le matériel du patron pour... Il voulait même que je le fasse. Mais je ne devrais pas sentir cette chose à moi. Je voudrais vraiment me communier avec ce matériel qui m'appartient. Je voudrais communier avec. Je voudrais sentir la douleur que l'homme peut avoir pour quelque chose qui est important. Je voudrais le sentir. Pour que ça soit la mienne, il fallait que je ressente cela. Donc, ce qui fait que je m'endettais. Bon, c'est vrai que là où je profitais, c'est que les mêmes fournisseurs qui nous livraient les pièces, je prenais et je disais, ça, c'est pour moi. Vous me donnez ta pièce, c'est pour moi, mais je ne vais pas vite vous payer parce que tant que mon camion n'a pas commencé à travailler, je ne vous payerai pas. Là, c'est pour mon patron. Donc, je savais bien faire la part des choses. Du réseau. Oui, du réseau. Je bénéficiais du réseau. Voilà. Alors, c'est comme ça que ça me prend plus d'1 an pour mettre le camion en marche. Mais après 1 an, le camion a commencé à rouler. Je travaillais toujours dans le compte de mon patron, dans le contrat, et à la fin du mois, je lui remettais le bordereau et puis il me payait. C'est là où les gens ont commencé à se lever et dire, mais Eric Osso a un camion. Parce que c'est comme ça mon petit nom. Eric Osso, c'est comme ça qu'on m'appelle. Eric Osso a un camion. Comment est-ce que Eric Osso a fait pour avoir un camion? On dit, c'est Jaurès, son patron, qui lui a donné. Est-ce qu'on donne un camion à quelqu'un? Mais il y a comme des choses qu'on ne donne pas dans la vie. Comment est-ce que quelqu'un peut faire cadeau d'un camion? Non. Les gens commencent à monter le patron contre toi. On commence à monter le patron contre moi. Il n'a même plus de vie. On organise des réunions dans sa famille juste pour le combattre parce qu'il m'a donné un camion. Vraiment, personne ne voulait regarder l'histoire. Personne ne voyait l'histoire. C'est grâce à toi qu'il est devenu celui qui ne voyait que le camion. Jusqu'au jour où le bon monsieur me dit, est-ce qu'on disait, et après on commence à lui dire que je suis un peu plus sage que lui. Ça c'est vraiment une bêtise et ça c'est aussi des choses que moi je n'aime pas entendre dans ma vie parce que moi je dis toujours, et même si c'est le cas, un homme fort ne doit pas abuser l'homme faible de sa force. Là ce n'est plus la force. Oui. Même que c'était quand même quelqu'un de très intelligent. Hein. Quand on parle de ça, moi je dis c'est aussi la bassesse de ceux qui le disaient. Parce que c'est un homme suffisamment intelligent, très intelligent, très bon. Il était très ouvert aux affaires. Donc c'était vraiment un vrai homme d'affaires. Malheureusement, la mort l'a emporté à la fleur de l'âge, paix à son âme. Donc voilà, c'est comme ça qu'un jour il me dit ce camion il faut que tu me donnes parce que mes frères ne me laissent pas dormir, je n'ai plus de vie chez moi à cause du camion. Donc tu vas récapituler tout ce que tu as dépensé dessus et puis je te rembourse. Tu vas te débrouiller et puis tu me remets le camion. Je lui ai dit non, patron. Je t'ai jamais rien refusé, mais l'autre là, je ne peux pas accepter. Ouais, tu sais ce que ce camion m'a coûté. Et toi aussi, tu sais que ce camion est comme ça. Heureusement que tu me dois de le récapituler parce que tu sais que même pas un seul de tes boulons est rentré dans ce camion. Il dit oui, mais tu me donnes. Je refuse. Après, il me donne 1 semaine à la maison, il me donne une mise à pied d'1 semaine. Ouais, je suis à la maison après les 1 semaine, je ne viens même pas au travail. J'ai décidé de non pas parce que j'étais très choqué. Mais comment est-ce que je sais que je fais bien mon travail? Comment est-ce que pour des trucs comme ça, qu'est-ce qui l'amène à prendre des décisions comme ça? Je ne viens plus. Après, il me fait une lettre que je l'ai encore jusqu'à aujourd'hui, dans laquelle il me dit je récapitule tout ce que j'ai dépensé sur le camion et puis il va me payer et puis on arrête. J'ai dit ok, d'accord. J'ai pris la lettre placée et puis je n'ai même pas répondu. Jusqu'au jour où. Et je continue à travailler. Hein.
je continue à travailler toujours dans son compte. Parce que le gasoil, on le prenait dans une station, et puis quand on devait payer, il débitait mon gasoil, les charges que j'ai pris à son compte, et puis il me payait la différence. Alors, jusqu'au jour où il me porte plainte, on vient me servir la convocation. Et puis je me retrouve à la brigade de gendarmerie, où on m'entend sur le procès verbal. Lorsque j'explique tout au commandant, il me dit, mais monsieur, mon petit, on ne peut pas te faire ça. On ne peut pas te faire ça. On ne peut pas te faire ça, même s'il faut que je perde mon emploi. Oh ouais, pour cette histoire. Et il m'a même recommandé un de ses frères avocats qui va à Bonadjo. J'ai un ami, frère avocat, va le prendre parce que les gens qui ont trop d'argent, tu n'as rien, il va t'escraser. Ouais. Ça, c'est aussi le début du feu parce que jusqu'à un certain temps, moi je croyais que le simple fait d'avoir raison de te demander, de te donner plus le droit de chercher à te protéger. La vérité suffit à... Oui, que la vérité suffit. Voilà, quand tu es du côté de la vérité, tu n'as plus besoin de te dire non, attention, il faut continuer à te protéger. Alors, donc c'est là où tellement ça dure, et un jour le commandant de brigade m'appelle, il me dit attention, il y a une téléphone qui est venue, il m'a donné 750 000. 750 000, ça c'est avant la dévaluation, hein. C'est beaucoup d'argent quand même, ça avoisine le million. Parce qu'à l'époque, quand tu avais un million, tu t'appelais millionnaire. Tu ne pouvais pas passer en roulant, je dis ça c'est un millionnaire. Parce que je me rappelle, un de mes frères, que le jour où il s'est rendu compte que tous ses avoirs étaient 1 million, il a fêté le million, il a organisé une fête pour fêter son million. Il me dit, Ok. il me dit, non, je ne peux quand même pas cracher sur 750 000, mon frère. Toi, tu vas travailler combien d'années pour me donner un truc comme ça? Alors que celui qui te disait hier que même s'il doit perdre son travail, c'est toi qui as raison. Ah, vraiment. C'est quand même amusant, mais c'est bien gâté. Non, c'est comme ça que le bon monsieur le dit, et puis voilà. Il me laisse partir. Après, il me dit, va réfléchir. Je réfléchis. Il me dit, je reviens. Et attention, il me dit, tu vas me t'asseoir là. Il chante totalement. Hein. Le monsieur avec qui je parlais, je reviens là. Il me dit, non, tu t'assois là. Au poste de police, au poste de la gendarmerie. Je m'assois au poste et il m'abandonne. Il laisse consigne que par dedans, on me met en cellule. Par dedans, on me déshabille, on me jette en cellule. Donc, j'ai fait 2 semaines. Et pendant les 2 semaines, moi, j'ai dit, le seul moyen pour récupérer ce camion, c'est de me tuer. Tant que je vis, tant que je respire, ce camion ne peut pas sortir. D'ailleurs, même que pendant que je suis allé loin à Fomotomo. Loin, à l'ouest du Cameroun, dans mon village à Fomotomo. Je suis allé là-bas. Sur le montagne de l'Ouest, j'ai gardé la carte grise. Très bien, je l'ai sécurisé très bien. Et le seul moyen d'avoir le droit de propriété, c'était que je l'ai signé encore un certificat de vente. Puis il m'avait déjà signé le certificat de vente à mon nom. Donc, il me porte plainte que j'ai volé son camion. Quand il me dit que j'ai volé son camion, la carte grise à mon nom, c'est lui qui a signé. J'avais même photocopié tout ça. Parce que de la même façon que je sécurisais ces choses, je sécurisais aussi les miens. Parce qu'à chaque fois, je me rappelle toujours de bien sécuriser les documents parce que les preuves, les meilleures preuves sont ceux qui laissent une trace. Donc voilà. Donc je savais que ça va n'importe où. Mais c'est là où on commence à menacer. On me garde pendant 2 semaines en cellule. Et un matin, j'ai toujours un de ses frères parce qu'on est des frères. Hein. Quand je parle là, ce sont mes frères du village. Quoi. Donc il y a un de ses frères, Vincent, qui vient me dire, mais tiens, mon petit, je sais que tu es un bon travailleur. Je vois que tu as encore tous tes 5 doigts. Il soulève ma main comme ça, je vois que tu as encore tes 5 doigts. Comment est-ce que tu peux mourir? Tu sais pas, tu peux porter une maladie ici et puis ça te coûte la vie. Tu peux même encore reprendre ta vie. Tu peux reprendre et puis tu fais des choses plus merveilleuses que ça. Il paraît que ceux qui te combattent aujourd'hui ne savent pas que c'est toi qui as fait cette entreprise. Laisse, tu as encore tes 5 doigts. Tu peux reprendre encore à zéro. Et ça, c'est tellement important ce que tu dis, parce que je me rends compte que beaucoup de gens, quand ils arrivent à ce niveau-là comme toi, on a tellement peur de perdre ce qu'on a déjà gagné, qu'on oublie que c'est toi-même qui as gagné ça en fait. Oui. C'est pas quelqu'un qui est venu te donner ça. Et si tu as gagné ça, tu peux encore gagner ça et même plus. Oui, parfois oui, c'est ça. Hein. L'erreur que nous commettons, c'est que parfois nous accrochons sur les brindilles et ça nous coûte tellement plus cher. Ça nous accordons du temps de brindilles. Parce que moi je dis, pour un homme qui va avancer, il va savoir se passer des détails. Hein. Il doit savoir se passer des détails. Parce que c'est là où l'homme perd plus de temps. Il perd le temps, c'est de l'argent, comme on dit souvent. Donc voilà, c'est là où moi j'ai dit, ok, d'accord, si c'est elle est née comme ça qui vient me conseiller, il faut quand même que je lui fasse confiance. J'ai encore mes 5 doigts, je sens que j'ai encore la force. Je pense que je peux attraper la maladie telle qu'il le dit. Donc c'est là où j'ai dit, ok, d'accord, j'envoie quelqu'un
Parce qu'il n'y avait pas de moyen de communication. Hein. J'envoie quelqu'un à Fomotolo. J'appelle un ami, je l'envoie à Fomotolo, ma petite soeur. J'envoie ma petite soeur à Fomotolo. Pour fouiller, prendre la carte grise là où j'avais gardé. À un de mes cousins. Ouais. Il prend la carte grise. Donc voilà comment tu leur remets le véhicule. Ouais, il vient. Je dis au commandant, brigade. Parce que tous les matins, il me sortait la filet. Tu as réfléchi comment? Tu remets le camion, tu ne remets pas. Je ne toussais même pas. Il me renvoyait dedans. Pour 750 000. Ouais. Tu réfléchis, tu fais comment? Il me renvoie. Et le matin, c'est moi qui demande, je toque dès qu'il vient à son bureau, je toque la porte d'assuré, il ouvre, je tape la carte grise. Je dis voilà votre carte grise. Je viens maintenant, il me fait sortir. Et ils établissent un certificat de vente, ils les appellent parce que pour eux c'était aussi un succès. Parce que si je ne donnais pas, même si on m'envoie au tribunal, peut-être encore c'est 750 000. Donc il fallait qu'on me fasse que la pression que la gendarmerie pour que je paye. Et c'est là où bon, moi j'ai remis la voiture. Et puis voilà, je suis rentré au quartier. Tu repars au quartier Je repars au quartier à zéro. C'est là où les amis ont profité pour bien se moquer de moi. Je dis même mon meilleur ami, mais j'avais pas d'amis, j'ai compris que je n'avais même pas d'amis. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Les gens me disent, voilà, tu voulais être Jésus. C'est soit tu croyais que tu voulais dire la vérité. Voilà, c'est ça le prix. Alors, parce que vous les petits, vous êtes bêtes, vous croyez que vous êtes intelligents, n'est-ce pas? Tu as passé autant à faire le Jésus. Voilà le prix de ça. Alors, moi je dis toujours, la vérité c'est une arme hein, qui ne rate pas sa cible. L'honnêteté, c'est une arme qui ne rate pas sa cible. Paye le prix, mon cher. Paye le prix, paye le prix. Paye le prix pour être honnête. Un jour, ça va payer. Et quand ça veut payer, ça paye. Voilà. Donc, c'est comme ça, moi, je suis au quartier tous les jours. Je suis à la boutique avec ma femme, une boutique qui ne nous donnait absolument rien. On venait de se marier. Jeune marié, moins d'un an de mariage. Waouh. Hein? Parce que quand je suis dans les fiançailles, on me met en cellule. Hein? Quand je suis fiancé, c'est là où on me met en cellule. Donc voilà, ma femme était là, tout le monde, elle m'encourageait, elle me disait que toi tu es le plus fort, il n'y a pas un homme plus fort que toi. Elle dit, mais ça c'est une Je suis en cellule. C'est important, c'est très important. Donc voilà, ma femme, moi je dis encore une fois de plus aux jeunes cadets, s'il vous plaît, la plus grande force aussi c'est ta femme. Quand tu as la chance d'avoir la paix, d'être fier quand tu rentres chez toi le soir, que la femme peut vraiment t'abaisser les mœurs avant que tu le dormes. Non, moi je pense que quel qu'en soit le temps que tu es dehors, tu vas la franchir. Donc voilà, ma femme qui me dit, on ne mange pas les hommes. Tu aimes quel genre de personne? Vas-y, travaille avec le directeur. La personne qui va te dire la vérité là, c'est le top management, le top de directeur là. Donc les gens là, chacun va t'interpréter comme ils veulent, mais la personne qui te dit la vérité, c'est le directeur. Il dit, vas-y, va voir tes amis, tu m'as encore la force, tu peux encore être chauffeur. C'est là où moi je sors, quand je vais, un gars qui gérait 11 camions, il vient demander le travail de chauffeur, les gens se moquent de moi. Les gens trouvent comme c'est une moquerie, il y en a même qui ne me recevaient, je dis mes meilleurs amis qui ne me recevaient même pas. Parce que c'est aussi ça, hein, l'hypocrisie de l'homme. Il ne m'acceptait même pas. Il y en avait ceux qui étaient trop gentils pour me dire, bon voilà, 1 000 francs, ou bien voilà, 5 000 paye un taxi, je vais réfléchir et te rappeler. Donc c'était une façon de me dire, gars, ce que tu demandes là, c'est pas faisable. Donc c'est comme ça, et puis un jour, parce que moi je n'avais pas de distinction de personne, hein, tout devant moi était égaux. Parce que moi je dis toujours, ce que les gens parfois ignorent, c'est que à partir d'un vigile qui est au portail, tu peux avoir une information qui peut te faire... Bien sûr. Oui, parfois, quand il te donne cette information, il est inconscient. Mais il te donne une information. Donc, moi, je dis, il ne faut jamais simplifier la parole d'un homme, une relation avec un homme. Donc, voilà, c'est là où un ami qui travaillait, il était mécanicien chez... Un monsieur me dit, bon, voilà, mon patron a garé tous ses camions, il ne parvient pas à gérer la garer tous ses camions. Va le voir, peut-être qu'il va te donner pour que tu travailles. C'est là où je vois son patron, il ne voulait pas, lui, il voulait partir, arrêter avec cette histoire de camion. Parce que lui, il a trop de problèmes. Alors, moi, je dis non, moi, je peux travailler avec. Il me dit, ok, on s'arrange. Et puis, bon, voilà, je négocie, je négocie le prix du transport à 3 000 francs. Je viens lui dire, ok. Alors, moi, j'ai négocié à 3 000. Moi, je lui ai dit la vérité, j'ai négocié à 3 000, c'est toi qui vas faire tes factures. Mais tu vas me donner 500 francs par mètre cube. Il me dit, non, je te donne 300. On a arrêté à 300. Et quelques temps après, j'ai dit, ton motoboy attends à côté, c'est moi qui suis le motoboy.
Parce que il faut que mon travail tourne. Là où moi j'amenais, il ne nous cherchait pas, il voyait que son argent entrait. Tellement il était content. Et puis ça se passait bien.